Il l'est peut-être, oui c'est vrai. Il l'est peut-être. Et j'en oublie un. Et la mère de douleur, la Mater Dolorosa. Nancy. Ah oui, Nancy, c'est Lecce Homo et la mère de douleur. Le bon pasteur de Dijon. Et le bon pasteur de Dijon. Et le bon pasteur de Dijon m'a fait des problèmes car par la suite, le conservateur de Dijon a voulu le récupérer. Donc il est reparti à Dijon et il est revenu quelques années après, mais pas avec moi. Sous Philippe Lelézot. Oui, sous Philippe Lelézot. D'accord. Bien. Ce problème de la collection étant à peu près réglé, Bernard Dorival a dû choisir la manière dont il allait présenter tout cela. Et il a choisi une méthode à la fois chronologique et un peu thématique aussi. Pour la chronologie, ça lui permettait de partir de la création de l'abbaye, de l'arrivée de la mère Angélique et de la... Pourquoi le mot manque? Pas de la conversion, Si, on va dire conversion. La journée du oui, de la mère Angélique, et d'arriver jusqu'à la destruction de l'abbaye naturellement, et ensuite de bien faire attention à illustrer le XVIIIe et le XIXe et le XXe siècle, disons les souvenirs du XIXe et du XXe siècle, mais en ne sautant absolument pas à pieds joints par-dessus les problèmes XVIIIe, qui sont des problèmes difficiles, parce que c'est pas du vrai port-royalisme, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus évolutif, et souvent critiqué par certains. Surtout les vrais port-royalistes XVIIe n'aiment pas l'évolution XVIIIe, mais tant pis, lui, Bernard Dorival, il a pris les choses de façon purement, alors que son cœur était bien du côté XVIIe, purement historique, et il a eu bien raison. Et c'est pour ça aussi qu'il a conservé de tous les aménagements bizarroïdes du XIXe, la petite bibliothèque dite bibliothèque des solitaires, qui est finalement un succès fou. Bien la preuve que de temps en temps la télé-réalité emporte le morceau, mais ça lui a permis d'évoquer tous les échos port-royalistes au XXe siècle avec le manuscrit de Mauriac. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'époque? Et puis par la suite, on a eu un don où il y a une édition des pensées annotée par Proust. Oui. Voilà. Dans son problème de muséographie, il fallait qu'il choisisse, ça a été relativement simple à faire, comment matériellement on allait le faire. Ça aussi, ça demandait beaucoup de travail, beaucoup de discussions et des recherches de crédit. C'est ça que j'admire beaucoup aussi. Donc, il a décidé que les murs resteraient blanchis comme à la chaux. Les sols étaient roses, qui n'étaient pas désagréables. Il a fait faire toutes les vitrines par les ateliers du Louvre. À cette époque-là, le Louvre avait, on appelait ça les ateliers des musées nationaux. L'atelier était très important et la dimension, les modules des vitrines sont dus à l'espace entre les fenêtres. Pour que les vitrines tiennent entre les fenêtres, on a choisi cet espace, ce module-là, puisqu'elles sont carrées. Et ensuite, même celles qui sont ailleurs, dans le musée, ont les mêmes dimensions. Alors vous pensez, elles sont increvables, ces vitrines. Elles sont increvables et puis elles sont pas désagréables à regarder. Elles font un peu 1970, mais... oui. Mais enfin, c'est pas pour ça que c'est pire, hein, parce que les goûts, ils sont toujours en train d'évoluer. Mais à ce propos-là, oui, les gravures... Pour ne pas dépenser d'argent, hein, je suis sûre que c'est aussi quand même pour ça, même si c'est défendu autrement dans l'introduction, étaient simplement sous vitre, tenues par des pinces à clé, comme on les appelait, vous voyez, les petites pinces. Donc ça c'était très facile à faire manuellement et ça coûtait vraiment très peu d'argent. Et à ce propos, en relisant l'introduction, j'ai trouvé une phrase de lui merveilleuse, parce qu'elle, sur le choix du blanc, et qui évoque à mon avis aussi un peu les disputes des musées nationaux à cette époque-là.
Il dit, d'abord, il cite Pascal, la 19e provinciale, avec cette citation, la plus grande des vertus chrétiennes, qui est l'amour de la vérité. Alors lui dit, en nous gardant bien d'oublier leur culte de la pauvreté et des solitaires de Port-Royal. Nous avons voulu réaliser une présentation vraie et pauvre, foin de ces faux marbres, de ces tissus somptueux ou paraissant l'être, de ces cadres sculptés et dorés, point d'exclamation. Pour moi, j'ai... Oui, alors là, il y a des petites vacheries pour certains, pour Versailles en particulier. Certainement, mais c'est vrai que c'est... Mais moi, j'aime beaucoup le terme vrai et pauvre. Vrai, autant qu'on puisse s'imaginer qu'on a vraiment trouvé la vérité, d'il y a si longtemps, enfin. Alors ça, c'est donc 7 ans de travail vraiment considérable, avec l'inauguration au printemps 1962. Le guide sort un an après, mais parallèlement, pendant tout ce temps-là, Bernard Dorival, non seulement est conservateur au NAM, au Musée national d'art moderne, mais il a fait, pour faire connaître les Granges, Port-Royal, son sujet, il a fait les 3 expositions qui se suivent de 56 à 57, c'est-à-dire d'abord Racine et Port-Royal, Pascal et les Provinciales, et Philippe de Champaigne et Port-Royal. Donc moi, je suis complètement... béate d'admiration devant l'intensité de ce travail. Il y a des articles. Alors, parallèlement, il est président de la Société des Amis de Port-Royal. Alors, Jean Ménard et moi, on n'a pas la même opinion. Je suis à peu près sûre de moi. Bernard Dorival devient, surtout que je n'avais pas le temps d'aller chercher les bulletins de la société, que je n'ai pas chez moi, ceux-là, les plus anciens. Bernard Dorival ne peut devenir président de la Société des Amis de Port-Royal qu'à l'Assemblée générale de début 1954, puisqu'il succède, ça on en est tout à fait sûr, à Charles Moréchaux-Beaupré, conservateur du château de Versailles, qui était mort accidentellement en avril 1953. Et il le reste jusqu'en 1976 compris. Et donc, le fait qu'il soit à la fois, je pense ça profondément, parce que vous m'aviez demandé d'essayer de réfléchir sur son rôle de président de la Société des Amis de Port-Royal. Et finalement, je me suis dit, à force de réfléchir, que les deux avaient été intimement liés dans son travail, dans sa réflexion, et que j'ai du mal un petit peu à les séparer, d'autant plus qu'il publiait de temps en temps, pas seulement l'article dont je vous ai parlé, mais dans le bulletin des Amis de Port-Royal, mais il y a eu 2 grandes manifestations pendant ces années-là, les très importantes manifestations pour le tricentenaire de la mort de Pascal en 1962, avec une pièce de théâtre, un concert, toutes sortes d'activités importantes dans la cour de la ferme, ce qui veut dire que les propriétaires de la ferme de l'époque, qui ensuite ont vendu la ferme, enfin dont les enfants ensuite ont vendu la ferme à l'État, étaient très conscients de ce qu'ils avaient et ont très bien collaboré avec Bernard Dorival. Et ça, c'est important, justement, si on a pu acheter, après, c'est aussi quand même un peu grâce à ce premier travail de la part de Bernard Dorival. Alors, pour 62, il n'a pas dû pouvoir s'occuper vraiment de très près du colloque, parce qu'il avait vraiment trop de travail avec son inauguration et la finition du musée des Granges. Et puis en 70, il a organisé un colloque et un hommage à l'occasion du tricentenaire de la publication des Pensées de Pascal. Ça a été mais son aura, sa connaissance faisait que la Société des Amis de Port-Royal, qui venait juste de renaître en 1952, quelques années avant qu'il la prenne en charge, lui doit
d'avoir pris son essor, surtout que quand il comprend en 1976, M. Dorival, quand il passe la main à Jean Ménard, il sait très bien qu'il fait une opération tout à fait excellente pour la Société des Amis de Port-Royal. Même si à ce moment-là, elle devient plus de recherche littéraire que de recherche historique. Elle s'éloigne un peu peut-être des Granges. Voilà, je vais terminer là-dessus, mais en vous demandant de ne pas oublier, mais ça, comme je parle surtout aux enfants et aux petits-enfants, j'ai l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais il y a non seulement le travail de l'historien d'art, le travail de celui qui assiste au rendez-vous de chantier, ce qui est toujours très très intéressant, passionnant même, on va dire, mais derrière tout ça, il y a... ce que je vais appeler un peu vulgairement, il faut ramer. Hein. Et il a dû ramer beaucoup quand même. Pour convaincre les administrateurs de donner de l'argent, etc. Et pour gérer le musée. Alors, à l'occasion de la façon dont il a fallu qu'il persuade la direction des musées de France, qui elle-même devait persuader le ministère, je pense qu'il faut qu'on rende un petit hommage à Jean Châtelain, qui était directeur des musées de France pendant toutes ces périodes-là, et aussi à Hubert Landais, qui étaient des gens qui comprenaient vraiment très très bien l'intérêt de ce musée et qui voulaient que ce musée existe, s'ouvre et reçoive du public. Merci beaucoup. Merci. Si vous le voulez bien, je vais pouvoir laisser la parole à mon collègue et ami en Dorival, qui est François Lesnel, qui a accepté de m'accompagner pour cette journée d'hommage et qui va vous évoquer ses souvenirs de Bernard Dorival, son professeur. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi d'exprimer à mon tour tout mon bonheur et mon émotion d'évoquer cet après-midi mon cher professeur Bernard Dorival. J'ai intitulé ma communication « Bernard Dorival, mon professeur et ami ». Permettez que j'évoque brièvement le début de mes études universitaires, au cours desquelles j'ai rencontré mon professeur. J'ai commencé mes études supérieures en étant élève à l'école du Louvre. J'avais choisi comme spécialité, ce que l'on appelait le cours organique, l'archéologie grecque. À cette époque, je connaissais seulement de nom Bernard Dorival. Quelque temps plus tard, lors des cours d'histoire générale de l'art consacrés à la peinture du XXe siècle, nous fut distribuée une bibliographie dans laquelle figuraient d'importants ouvrages ayant Bernard Dorival comme auteur. C'est ainsi que je lus son ouvrage intitulé « Les peintres du XXe siècle », Nabis, Fauve et Cubiste, ainsi que un de ses autres ouvrages importants, Les étapes de la peinture française contemporaine, en 3 volumes. De Bernard Dorival, je savais essentiellement qu'il avait été reçu très jeune à l'agrégation de lettres classiques, qu'il avait enseigné en tant que jeune conservateur de musée l'histoire de la peinture française moderne à l'école du Louvre, et qu'il avait brillamment contribué comme conservateur, aux côtés de Jean Cassou, à faire du Musée national d'art moderne à Paris une institution de réputation internationale par l'importance et la qualité de ses collections. Grâce à une équivalence avec ma scolarité et les résultats de ma scolarité à l'école du Louvre, je pus accéder directement au début de l'année universitaire 1982-1983 en année de licence d'histoire de l'art à l'université de Paris IV Sorbonne. Je choisis l'option Histoire de l'art contemporain. C'est par ce cursus que j'eus la chance de rencontrer Bernard Dorival et de l'avoir pour professeur, ceci quelque temps seulement avant son départ en retraite. D'emblée, je dois dire que je fus impressionné par l'étendue de ses connaissances, ainsi que par son autorité bienveillante, la richesse de son enseignement, d'une grande rigueur et d'une grande clarté. Je souhaiterais à ce propos expliciter ces caractéristiques propres à l'enseignement du professeur Bernard Dorival telles que j'ai pu les apprécier, à savoir la richesse de connaissances dispensées grâce à d'éminentes qualités oratoires et servies par un discours d'une remarquable clarté, et l'originalité, il faut bien le souligner, de son enseignement. Première caractéristique donc, la richesse des connaissances servies par un discours d'une grande clarté.
Les cours du professeur Dorival étaient remarquablement construits et structurés en un plan énoncé avec précision au préalable. Ils avaient à l'évidence fait l'objet d'un long travail de préparation et de recherche, tant pour les textes que pour les illustrations. De très nombreuses diapositives étaient projetées en séance. Dès le premier cours magistral de notre professeur, je fus très vivement impressionné par l'éloquence de l'orateur, ainsi que, bien sûr, par sa très vaste érudition. J'écrivais des pages entières de notes, que j'ai relues récemment. Elles témoignent non seulement d'une grande richesse informative, bien sûr, mais aussi de qualité littéraire, en ce qu'elles transcrivent fidèlement des paroles éloquentes prononcées par un professeur pratiquant la belle langue parlée et le beau style. J'y vois là un témoignage de la formation littéraire classique de Bernard Dorival. Seconde caractéristique importante, me semble-t-il, l'originalité de son enseignement. Il arrivait à Bernard Dorival de consacrer la majeure partie d'une année universitaire à l'étude approfondie d'un sujet précis. 3 sujets m'ont particulièrement intéressé. Et j'en ai un souvenir très particulier. Premier sujet, l'œuvre peinte et gravée d'Odilon Redon, consistant en l'étude approfondie de ses grandes décorations peintes, à fond froide notamment, de ses pastels, de ce que l'artiste appelait ses noirs, c'est-à-dire ses fusains essentiellement, ainsi que de ses grandes suites gravées et lithographiées. Deuxième sujet m'ayant particulièrement intéressé, le fantastique dans l'art en France au XIXe siècle. Ce sujet me fit découvrir, émerveiller et admirer les créations extraordinaires et visionnaires de Charles Mérion et de Rodolphe Brédin, ainsi que de Gustave Moreau et d'Odilon Redon en particulier. Troisième sujet intéressant et très novateur, je trouve pour l'époque, la sculpture des peintres. Sujet très original, extrêmement intéressant. Bernard Dorival étudie ainsi la production sculptée de Daumier, Doré, Degas, Renoir, Gauguin, Picasso, Matisse, bien sûr, mais également de nombreux peintres français et étrangers dont la production sculptée est moins connue. Je citerai de mémoire, entre autres, Braque, Modigliani, Roger de la Fresnaye, Miro, Derain, Varroquier, Jean Dubuffet, et pour parler d'artistes étrangers, les Belges Rick Wouters et Constant Permec, ainsi que l'Allemande Käthe Kollwitz. Il convient de remarquer à nouveau que ce sujet me semble à l'époque nouveau et peu étudié. Nous sommes en 1982-1983. Et j'ai noté qu'en 2012 seulement a été organisée au musée de l'Annonciade à Saint-Tropez une exposition qui avait exactement le même titre, La sculpture des peintres. C'est dire si, à mon avis, l'enseignement de Bernard Dorival était non seulement riche, mais nouveau et original dans ses thématiques. Je crois qu'il convient également d'évoquer 2 exemples, par le souvenir que j'ai, de l'enseignement original de notre professeur. C'est ainsi que lors de travaux dirigés, il faisait projeter des diapositives d'œuvres de peintres relativement peu connus ou d'œuvres peu connues de peintres célèbres. Sans chercher à trouver le nom de l'artiste, un nom précis, il fallait essayer d'identifier la technique utilisée, de caractériser la manière de l'œuvre pour tenter de la mettre en relation avec une époque ou avec un mouvement pictural, voire de proposer le nom d'un artiste. C'est ainsi qu'ont été soumis à nos réflexions et conjectures, je dois bien le dire, le portrait d'un officier de marine par Jean-François Millet, qui n'était pas ce tableau représentatif de sa manière, tableau conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen, ainsi qu'un paysage peint par le trop méconnu peintre Georges Michel au XIXe siècle. Second exemple, ce sont les visites ou conférences que notre professeur organisait à l'intention de ses étudiants, grâce en particulier à son amitié avec des artistes. J'ai le souvenir que nous avons ainsi été accueillis par le sculpteur Maxime Adam Tessier, dans son atelier de la rue Schellcher, à Paris, par le sculpteur Jean Bernard à la fonderie d'art de Coubertin, pour nous présenter les techniques de fonte de cette fonderie, ainsi que par Isabelle Rouault, dans l'appartement familial parisien où elle nous présenta l'admirable Miserere de son père Georges Rouault. Autre souvenir marquant, Jean Bazaine nous commentant in situ ses vitraux à l'église Saint-Séverin. Toutes ces visites avaient été évidemment permises et organisées par notre professeur.
Je me souviens également que Bernard de Rival invita plusieurs fois son ami le peintre Jacques Busse à nous parler des techniques de la peinture. Séance extrêmement intéressante également. Au cours des années suivant son départ en retraite, j'ai eu à cœur d'assister à des conférences que donnait mon ancien professeur. En compagnie de ma bien-aimée mère, j'ai eu ainsi, en 1985, le plaisir d'écouter Bernard de Rival parler de l'œuvre de Rodin lors d'un cycle d'admirables conférences qu'il prononça à l'Institut d'art et d'archéologie dans le cadre de l'Université Interage. Depuis son départ en retraite jusqu'à la fin de sa vie, je suis resté en relation avec mon cher professeur. Il m'invita chez lui à plusieurs reprises lors de la rédaction de ma thèse de doctorat d'histoire de l'art, thèse dont il était le directeur. Je lui écrivais ou lui téléphonais lors de mes vacances, notamment lorsque j'étais en Haute-Savoie ou à Nice. Je connais son attachement pour sa chère Savoie et Saint-Gervais. Lors de mes voyages ou pour lui adresser mes bons vœux à l'occasion de la nouvelle année. Je me souviens de son intérêt bienveillant constant pour mes activités professionnelles, comme par exemple lorsque je fus reçu au concours de conservateur de bibliothèque. Il s'en déclara très satisfait pour moi. Par la suite, il me fit toujours part de sa satisfaction lors de mes nominations en divers postes. J'ai un autre souvenir, parmi tant d'autres, du bienveillant intérêt de Bernard de Rival à mon égard. Et c'est un souvenir qui est d'ordre personnel. Mes origines paternelles suédoises l'avaient particulièrement intéressé. Nous discutions à ce sujet souvent de littérature suédoise, en particulier de Strindberg, dont il goûtait infiniment l'œuvre, ainsi que de l'art suédois ou de l'art en Suède. Bernard de Rival m'apprit à ce sujet que son grand-père maternel, Alfred Beurdeley, avait légué à la Bibliothèque nationale de France sa collection de gravures d'Anders Zorn, graveur et peintre suédois né en Dalekarli, région de Suède d'où la famille de mon père est originaire. Et Anders Zorn est encore actuellement l'un des grands artistes, particulièrement de Dalekarli, cette région qui est en quelque sorte le conservatoire des traditions suédoises. Je pourrais bien évidemment parler davantage, toujours plus, de Bernard de Rival, professeur d'université. En guise de conclusion, trop brève, j'en ai bien conscience, j'ai à cœur de dire que ma rencontre avec mon cher et vénéré professeur a orienté mes études universitaires. Non seulement ses écrits sur Georges Rouault ont accru mon intérêt déjà vif pour cet artiste, mais c'est Bernard de Rival qui m'a amené par le choix du sujet de ma thèse de doctorat à me spécialiser dans l'art sacré en France au XXe siècle. Sa personnalité, bien évidemment, m'a marqué. Il reste vraiment toujours présent dans mon souvenir et dans mon cœur. Pour évoquer son parcours professionnel, ce qui m'a surtout semblé significatif, c'est son accomplissement et sa cohérence. Le conservateur de musée, qui a été un acteur et un témoin important et privilégié de la vie artistique au XXe siècle en France, a souhaité ensuite transmettre, en tant que professeur, ses connaissances à ses jeunes étudiants. Transmission des connaissances. Autant que ses qualités intellectuelles, j'ai hautement apprécié et infiniment apprécié les qualités humaines et morales de mon professeur. Qualités essentielles que sont la droiture, la bonté, la bienveillance, la simplicité et la sagesse. Ce chrétien possédait véritablement l'intelligence du cœur, selon l'expression de Blaise Pascal dont il connaissait si bien et admirait tant l'œuvre. Je crois pouvoir dire avec beaucoup d'émotion